oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la Thaïlande. Si Bangkok est une explosion d'énergie, le nord du pays raconte une toute autre histoire. Dès qu'on s'éloigne de la capitale, le décor bascule. Moins de bruit, plus d'espace et une immersion profonde là où la réalité vient bousculer les clichés. Dans ce périple de 800 km, nous remonterons aux sources du royaume de Siam, entre les ruines décapitées d'Ayutthaya et la sérénité absolue de Sukhothai. Je vous emmènerai vivre une expérience brute au plus près des éléphants avant de nous isoler dans un écolodge au cœur des rizières. Nous plongerons aussi dans l'effervescence électrique de Chiang Mai entre rituels sacrés, street food et salons de massage. Et enfin, nous atteindrons le mythique Triangle d'Or à la rencontre des tribus du Nord. Un territoire chargé d'histoire où vous le verrez, la frontière entre légende et vérité est bien plus poreuse qu'on ne l'imagine. Un voyage plein de contrastes entre traditions millénaires, expériences insolites et réalité du terrain. Bienvenue dans l'autre Thaïlande. Notre périple commence à Ayutthaya, l'une des anciennes capitales du royaume de Siam, l'ancêtre direct de la Thaïlande actuelle. Elle est classée au patrimoine de l'UNESCO, mais sur le terrain, c'est surtout un immense champ de ruines à ciel ouvert. Ici, on ne visite pas un temple. On traverse ce qu'il reste d'une ville qui fut prospère entre le XIVe et le XVIIIe siècle, jusqu'au jour où les armées birmanes sont passées par là. Et elles ne sont pas venues que pour faire du tourisme. Difficile de ne pas remarquer qu'il manque quelque chose. Des statues alignées, mais sans tête. Elles ont été littéralement décapitées. Alors on en retrouve des bouts éparpillés un peu partout dans la nature, jusqu'à ce détail qui est devenu iconique et que tout le monde veut prendre en photo. Une tête de Bouddha coincée depuis des siècles entre les racines d'un arbre. La nature a repris ses droits et c'est sans doute ce qui rend ce lieu encore plus fascinant. Fascinant mais quand même un peu frustrant. Alors je vais vous montrer une partie qui semble avoir davantage échappé au chaos. Comme par exemple ce grand Bouddha tout blanc, allongé, paisible, avec ce petit air de quelqu'un qui a trouvé une meilleure façon de gérer le stress. Eh bien vous aussi, prenez le temps de vous balader dans les allées, tournez autour du stupa principal, vous croiserez de longues rangées de statues, et détail qui a son importance, elles ont encore leur tête. Ce qui à Ayutthaya devient presque un luxe. Allez, je vous emmène maintenant à quelques 400 km de là pour rejoindre Sukhothai qui fut la première grande capitale du royaume de Siam, fondée au XIIIe siècle. Ici, tout paraît plus ouvert, plus espacé. Ça respire. Ce qui frappe, c'est justement ce mélange entre architecture et nature. Pas de foule, pas de bruit, juste le chant des oiseaux, la sérénité absolue. Un lieu touristique, mais avec cette sensation assez rare d'avoir de la place. On est vraiment loin des visites à la chaîne des temples de Bangkok. Alors au cœur de cet ensemble, j'ai choisi de vous montrer quelques incontournables qui imposent tout de suite le respect. Et notamment cet immense Bouddha assis de 8 mètres de haut, installé tranquillement au milieu des colonnes en ruine. Avec son regard parfaitement calme et son expression presque détachée, on a l'impression qu'il observe le monde défiler depuis des siècles sans jamais vraiment se sentir concerné par ce qui se passe autour. Un niveau de sérénité qu'on aimerait franchement avoir dans certaines situations du quotidien. Et puis celui-ci, alors comment vous dire, on ne le regarde pas vraiment, on lève la tête. L'effet est immédiat. Il ne s'agit pas d'une sculpture décorative, mais d'une présence verticale monumentale. Et la taille de ses mains qui arrive bien au-dessus du niveau des yeux. On se sent vraiment minuscule.
Dans le même genre, il y a le Wat Sichum, une grosse structure cubique assez massive, comme une boîte posée là. Alors on s'approche, et là, encore un Bouddha géant. Presque coincé dans un espace trop petit pour lui. 15 mètres de haut, et ça se sent immédiatement. Rien que la main posée sur le genou est déjà plus grande que vous. Des proportions complètement dingues. Et le regard, lui, reste parfaitement calme, comme si tout était normal. J'adore. Des Bouddhas assis en position de méditation, des Bouddhas debout, la main levée en signe de protection, mais Sukhothai abrite également des Bouddhas marchants. Et ceux-là, ils sont assez rares. Un pas en avant, le corps légèrement en mouvement, comme s'ils avançaient. Une posture qui symbolise un Bouddha en action, en train d'enseigner et de transmettre à ceux qui le suivent. Vous le voyez, ici, tout vous invite à ralentir. C'est peut-être ça, Sukhothai. Un site archéologique, mais surtout un endroit où l'on finit par oublier l'urgence de visiter quoi que ce soit. À tel point qu'on se déplace surtout à vélo. On ne visite pas Sukhothai, on s'y balade. Et de manière écologique en plus. Changement d'ambiance à Chiang Mai. Ici, la journée commence tôt. À peine le soleil se lève que déjà les rues s'animent. En fait, nous assistons à la traditionnelle cérémonie quotidienne des offrandes aux moines, que l'on appelle aussi la tournée d'aumône. Les moines marchent en silence avec leur bol métallique, mais ils ne demandent rien. Ce sont les habitants qui viennent à eux pour déposer leurs offrandes. C'est plutôt rapide, assez discret, et le plus surprenant, presque sans échange. En retour, les fidèles reçoivent une courte bénédiction. Et les moines continuent leur route. À première vue, ça ressemble à une distribution bien organisée, mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Pour les moines, c'est une règle de vie. Ils ne cuisinent pas, ne travaillent pas, ils dépendent entièrement de ces offrandes pour se nourrir. Et pour les habitants, c'est l'inverse. Donner, c'est faire une bonne action et accumuler du mérite. Un peu comme remplir un compte spirituel. On va en profiter pour prendre un peu de hauteur pour rejoindre le temple le plus sacré du nord de la Thaïlande, le Doi Suthep. Et vous allez comprendre pourquoi. L'histoire remonte au XIVe siècle, à l'époque du royaume de Lana. Un moine découvre une relique sacrée de Bouddha, considérée comme extrêmement puissante. Mais une question se pose. Où la conserver ? Le roi fait alors un choix assez radical. Il place la relique sur le dos d'un éléphant blanc et le laisse partir librement. L'idée est simple, l'animal choisira lui-même le lieu sacré. Alors l'éléphant grimpe la montagne, il atteint le sommet et une fois arrivé, il pousse 3 barrissements puis s'effondre. Pour le roi, aucun doute, c'est un signe divin. L'endroit est sacré. C'est ici que doit être construit le temple. Mais pour l'atteindre, il faut aussi le mériter un peu et gravir quelques marches. Enfin, plus de 300 marches en fait. Encadrées par 2 immenses serpents mythologiques. Une montée assez physique, sous la chaleur thaïlandaise, qui fait partie de l'expérience. Bon, pour être honnête, on peut aussi prendre un funiculaire. On enlève ses chaussures et au sommet, le temple se dévoile. Malgré le nombre de visiteurs, une forme de sérénité s'installe. Et une scène se répète inlassablement. Les fidèles avancent lentement autour du stupa doré, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Il s'agit d'une tradition très ancienne qui consiste à garder ce qui est sacré à sa droite, en signe de respect. Chaque tour devient alors une forme de cheminement spirituel. Dans les mains, on remarque souvent une fleur de lotus. Symbole de pureté, elle représente l'éveil, le fait de s'élever au-dessus des difficultés, un peu comme la fleur qui pousse dans l'eau trouble. Partout autour, vous remarquerez de très nombreuses statues et elles ne sont pas là par hasard. Chacune représente le Bouddha dans une posture particulière ou à un moment de sa vie, ou encore un geste symbolique de protection ou de méditation.
C'est à la fois spirituel et pédagogique, un peu comme si le temple était une sorte de livre à ciel ouvert pour comprendre le bouddhisme. Et puis, il faut savoir qu'on ne prie pas Bouddha comme une divinité. On utilise les statues comme un point de concentration, un support pour méditer et une manière de se connecter à ses enseignements. Finalement, plus il y en a, plus on peut trouver son propre point d'ancrage pour se recentrer. Plusieurs pavillons invitent également à la méditation. Parfois un moine est là, et dans un chant presque inaudible, il projette un peu d'eau avec une gestuelle très précise, symbole de purification, censé éloigner les mauvaises énergies. Y compris celles qui visent les caméras d'ailleurs, qui n'avaient rien demandé mais prennent quand même quelques gouttes au passage. Ambiance bénédiction, version arroseur automatique. Et puis ce petit bracelet, un fil blanc noué autour du poignet, une forme de bénédiction et ce sentiment de vivre quelque chose de plus personnel. Et puis en descendant, on tombe sur d'autres statues beaucoup plus variées. Des Bouddhas bien sûr, mais pas uniquement. Certaines postures sont moins classiques, les visages parfois différents. On croise même des figures issues directement de l'hindouisme. Et là forcément on se dit mais il y a un petit mélange des genres ici. On trouve aussi des statues de donateurs qui ont contribué à financer une partie du temple comme s'ils faisaient partie du décor. Et en réalité, ce mélange n'a rien de surprenant. Le bouddhisme en Thaïlande ne s'est pas construit dans une bulle isolée. Il s'est développé au fil des siècles en intégrant différentes influences sans chercher à tout séparer strictement. Résultat, des temples où plusieurs traditions cohabitent, parfois dans le même espace, sans contradiction apparente. Et au final, chacun y trouve sa place. Et surtout, sa manière de se recueillir, quelle que soit sa sensibilité ou ses croyances. Après les temples et les rituels, on quitte la ville, direction la nature et une expérience hors des sentiers battus dans un sanctuaire d'éléphants. Fini les balades ou les spectacles avec les animaux, aujourd'hui les consciences ont évolué, certaines pratiques ont été dénoncées et beaucoup de structures offrent une alternative plus éthique et plus respectueuse de leur bien-être. Mais pour autant, les éléphants sont-ils vraiment heureux ici ? Eh bien, je vous propose de vivre l'expérience avec moi pour vous faire votre propre idée. On commence déjà par enfiler une tenue spécifique, parce qu'on va un peu se salir et se mouiller, vous allez vite le voir. Puis on rentre dans le vif du sujet avec la préparation du repas des éléphants que nous allons rencontrer. D'abord une petite mixture médicinale à base de riz, de bananes et de tamarin pour faciliter la digestion. Mais comme un éléphant, ça consomme en moyenne 150 à 200 kg de nourriture par jour, on va pas se contenter de ça. On va rajouter un peu de potiron, de la canne à sucre et quelques épis de maïs. Ensuite, on découvre une écorce assez étonnante qui dégage une mousse naturelle et agit comme un savon 100% végétal avec des propriétés répulsives contre les parasites. On va donc l'utiliser pour nettoyer la peau des éléphants et surtout pour les protéger des tiques. Tout est prêt, alors on passe de l'autre côté de la rivière pour partir à leur rencontre. Et c'est un moment qui nous promet de belles émotions. On s'approche, on tend la nourriture, et là, aucune hésitation. C'est direct, instinctif et d'une efficacité redoutable. La trompe arrive, s'enroule, attrape tout ce qui passe avec une précision presque chirurgicale. Tiens. Sauf que derrière, il y a quand même un estomac qui ne plaisante pas. Clairement, l'appétit est au rendez-vous. Tu veux un autre ? Allez. On est sur du sérieux. Chaque éléphant a ses petites préférences d'ailleurs. Certains sont plutôt team banane, d'autres sont plus difficiles. Et le mien, disons qu'il regarde la canne à sucre avec un certain mépris. Ah, t'en veux pas, celui-là. T'aimes pas ça. Eh ben. Ensuite, on descend vers la rivière.
On est par petits groupes, 2 ou 3 personnes maximum par animal, donc l'ambiance est assez intime et ça, c'est vraiment agréable. Les éléphants restent là, à moitié immergés, avec juste la trompe qui dépasse pour respirer. On les arrose, on les frotte et ils semblent plutôt apprécier le moment. Puis ils se redressent et là, inversion totale des rôles. Ce sont eux qui prennent le contrôle. Et on se retrouve arrosé sans prévenir. Avec une précision assez remarquable d'ailleurs. Autant vous dire qu'on oublie l'idée de rester au sec, on finit franchement trempé. Une douche surprise version 3 tonnes de gentillesse. Au final, c'est une expérience assez forte, le genre de moment qu'on ne vit pas tous les jours. Mais forcément, on se pose aussi quelques questions. Les espaces sont relativement grands, les interactions sont basées sur les soins, les cornacs communiquent dans le calme, avec une voix très posée, rien de brusque, rien de forcé, l'ensemble donne une impression globalement apaisée. Toutefois, sur le plan éthique, le sujet est un peu plus nuancé. On n'est pas sur une immersion totalement passive. Dans les faits, cette activité repose aussi sur la présence des visiteurs. Mais en même temps, ce sont des gestes qui restent assez naturels pour les éléphants. Manger, se baigner, être soigné. Peut-être que la vraie question finalement n'est pas seulement est-ce éthique ou pas, mais plutôt est-ce que l'activité est pensée avant tout pour l'animal ou pour ce que nous venons de vivre avec lui. Si ce type d'expérience vous parle ou si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le partager en commentaire. C'est souvent là que les discussions deviennent intéressantes. On continue à s'éloigner un peu des circuits classiques. Direction Mahewin, un petit coin perdu dans les montagnes au milieu des rizières. Nous voici dans un écolodge. Quelques bungalows en bois installés au cœur de la végétation, avec un confort assez rudimentaire, mais largement suffisant pour une nuit. Et surtout, très peu de visiteurs. L'ambiance est calme, presque familiale, on est vraiment loin des grosses structures touristiques. Le vrai intérêt ici, ce sont les activités proposées avec les habitants. Les agriculteurs nous montrent comment le riz est cultivé avec des techniques parfois très anciennes et d'autres beaucoup plus modernes. D'abord le labourage, version traditionnelle avec un buffle. Un animal massif, parfaitement à l'aise dans ce terrain complètement vaseux. Après la démonstration, on se prête à l'exercice. On essaye de suivre, de garder l'équilibre avec plus ou moins de succès. Puis vient la version moderne avec un motoculteur. Beaucoup plus brillant, moins poétique évidemment, mais tout aussi physique parce que ça vibre dans tous les sens. Ensuite, place au piquage du riz. On aligne les pousses une par une dans l'eau et la boue et on comprend très vite que le riz qu'on mange sans réfléchir demande en réalité beaucoup de travail et de précision. On découvre aussi comment on sélectionne les grains, les différentes étapes de culture, toujours expliqué de façon simple et accessible. Même si tout ça reste une initiation assez ludique, cette activité casse complètement le rythme des visites classiques. On ne regarde plus un paysage ou un décor, on y entre les 2 pieds dedans, même si ça demande un peu de nettoyage après. Après cette immersion au milieu des rizières, on quitte les montagnes de Mahewin pour redescendre vers le cœur de Chiang Mai. Quand on rejoint le centre, il y a une chose qu'on remarque très vite, les massages.
Ils sont vraiment partout. Un salon, puis un autre, puis encore un autre 50 mètres plus loin. Impossible d'y échapper. Et surtout, les prix n'ont rien à voir avec ceux qu'on connaît en France. Pour 10 €, on peut se faire masser pendant 1 heure. Du coup, tout le monde y va. Les touristes, évidemment, mais aussi beaucoup de Thaïlandais. Ici, le massage n'est pas un petit luxe occasionnel, c'est presque une institution. Et honnêtement, après un rythme de visite plutôt soutenu, c'est un vrai bonheur. À Chiang Mai, si vous aimez les ambiances un peu folles, il faut absolument faire un tour au night market. Sauf si vous faites un régime. Parce que c'est le genre d'endroit où la street food vous chatouille furieusement les narines. Des stands alignés les uns derrière les autres, des grillades qui fument, des woks qui crépitent, des brochettes, des soupes, des fruits découpés, des desserts colorés, des plats qu'on ne reconnaît même pas toujours. Et des odeurs qui arrivent de tous les côtés en même temps. Très mauvaise idée de venir ici en ayant faim. Ou peut-être excellente au contraire. Le problème c'est qu'on ne sait plus où regarder. Chaque stand semble meilleur que le précédent. Ça grille, ça frit, ça découpe et tout le monde mange. Par moments, on est obligé de se faufiler dans la foule pour avancer. Ça devient même parfois un peu oppressant. Surtout quand il faut prendre une décision. Parce qu'une question finit forcément par arriver. Ok, mais je mange où ? Il y a bien quelques tables au milieu des stands, quelques tabourets en plastique coincés entre deux cuisines improvisées, et beaucoup de gens qui semblent parfaitement savoir ce qu'ils font. Moi, un peu moins, parce que, aussi appétissant que cela puisse paraître, il y a toujours ce petit moment d'hésitation. Est-ce que j'ose ? Est-ce que je tente ce plat qui a l'air incroyable mais dont j'ignore absolument tout ? Et surtout, est-ce que je vais survivre jusqu'à demain si je goûte ce truc ? Du coup, après plusieurs allers-retours, j'ai finalement choisi une autre option. Un petit restaurant local, beaucoup plus discret, à quelques mètres du marché. Rien d'impressionnant, mais au moins ici, j'ai l'impression qu'il y a une vraie cuisine derrière le mur. Psychologiquement, ça aide. Et objectivement, c'est probablement le bon compromis. Parce qu'au final, le night market de Chiang Mai, ce n'est pas simplement un endroit où l'on mange, c'est une ambiance. Un mélange de chaleur, de bruit, d'odeur, de foule, une sorte de bazar organisé où tout tourne autour de la nourriture. Et même quand on n'ose pas tout goûter, impossible de résister à toute cette énergie. Après Chiang Mai, beaucoup de visiteurs continuent vers Chiang Rai. C'est une ville qui attire surtout pour ses temples modernes et instagrammables. Tout ça c'est bien pour les réseaux sociaux, mais un peu artificiel à mon goût. Donc personnellement, j'ai choisi de pousser plus au nord jusqu'au Triangle d'Or et les villages des montagnes. Et là, je pensais vraiment découvrir une Thaïlande beaucoup plus authentique. Mais la suite m'a réservé quelques surprises. Le Triangle d'Or. Rien que le nom évoque déjà l'aventure. On imagine une région mystérieuse, perdue entre plusieurs pays, avec une énorme histoire de contrebande, de jungle et de trafic d'opium. Et techniquement, ce n'est pas faux. Parce qu'ici, on se trouve exactement au point de rencontre entre la Thaïlande, le Laos et la Birmanie, séparés naturellement par le Mékong. Pendant longtemps, toute cette région a été l'un des plus grands centres de production d'opium au monde. Le commerce passait par les montagnes, les frontières étaient difficiles à contrôler et le Triangle d'Or est devenu célèbre pour ça. Mais une fois sur place, c'est un peu différent. Parce qu'en réalité, le Triangle d'Or lui-même est assez petit. On arrive sur une sorte d'esplanade au bord du fleuve, quelques points de vue, mais surtout beaucoup d'aménagements assez kitsch pour créer de l'animation. Des statues d'éléphants un peu partout, des décors un peu tape à l'œil, quelques boutiques de souvenirs, comme si le lieu essayait constamment de rappeler qu'il est important, alors qu'au fond, il ne s'y passe pas grand-chose. La légende du Triangle d'Or fait plus rêver que le site lui-même. Et pourtant, ce n'est encore rien comparé à la suite. Parce qu'après le Triangle d'Or, direction les tribus du Nord. Et là encore, dans ma tête, l'image était déjà prête. Des villages isolés dans les montagnes, des maisons en bois, des chemins de terre, des habitants en tenue traditionnelle vivant comme autrefois, bref, le grand fantasme du village préservé. Sauf qu'en réalité, les fameux villages Karen avec les femmes girafes qu'on voit sur les photos sont devenus de vraies attractions touristiques payantes avec billets d'entrée, boutiques et parcours balisés. Alors évidemment, les femmes et leurs anneaux existent réellement, la culture aussi. Mais l'ambiance donne parfois le sentiment d'un lieu pensé pour accueillir des groupes entiers de voyageurs qui arrivent en bus. Du coup, j'ai préféré visiter un autre village présenté comme plus authentique.
Et c'est là que la réalité m'a rattrapé d'une autre manière. Parce qu'en fait, comme vous le voyez, le village est simplement normal. Avec sa propre personnalité, certes. Mais les chemins sont goudronnés, les maisons souvent en béton, il y a une école moderne, des scooters, des antennes paraboliques, bref, des habitants vivant au XXIe siècle. Et finalement, c'est logique. Nous-mêmes, si quelqu'un venait filmer notre quartier en espérant voir des habitants vivre comme au Moyen-Âge, ce serait un peu étrange, non ? On nous promet des villages hors du temps, alors que la modernité progresse ici aussi, comme partout en Asie d'ailleurs. C'est même assez intéressant à observer, mais une fois encore, ça oblige à revoir un peu son regard sur ce genre d'excursion, et sur ce qu'on appelle l'authenticité. Finalement, cette autre Thaïlande, elle ne se trouve pas dans les décors figés des brochures ou dans le fantasme d'un passé immuable. L'authenticité, ce n'est pas l'absence de modernité, c'est simplement la vérité d'un pays qui avance sans oublier d'où il vient. Si ce regard sans filtre sur le terrain vous a aidé à mieux comprendre ce pays, un petit like est le meilleur moyen de me le dire. C'est ce qui permet à ces reportages de continuer à exister ici. Pour prolonger l'expérience, n'hésitez pas à regarder mon film en immersion à Bangkok, je vous en remets le lien en description. Enfin, si vous préparez votre propre voyage en Thaïlande, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo 100% pratique. Je vous expliquerai tout ce que j'aurais aimé savoir avant de partir. Alors pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. À bientôt!